Laja, le chef imposant des 7 hommes géants, rassembla son équipe sous le ciel assombri. Sa voix, profonde et tonitruante, imposait le silence. Ce soir, commença-t-il, les yeux brillants de convoitise, je porte un intérêt particulier à nos cibles. Il ne s'agit pas seulement de prendre ce qui nous revient, j'en veux plus. Il pointa un doigt épais vers son second. Dima, tu passes en premier. Infiltre-toi, assure-toi que tout est sûr. Une fois le terrain dégagé, je terminerai moi-même le travail. Les hommes, ombre dans la nuit, acquiescèrent sombrement. Le regard de Laja s'attarda sur Dima, le seul assez fort pour l'égaler. Restez dehors, grogna-t-il aux autres. Dima s'occupera de l'inspection. Il est le plus fort, et ce travail exige de la finesse. Dima s'élança dans la pièce faiblement éclairée, ses yeux se verrouillant sur Ama, qui se tenait nue devant le miroir. La lumière vacillante de la bougie solitaire épousait ses courbes tandis qu'elle admirait son reflet, inconsciente de la terreur imminente. Un frisson soudain parcourut son échine, une présence invisible. La panique s'empara d'elle lorsqu'elle se retourna, les yeux écarquillés, son instinct lui hurlant de fuir. Mais la cruelle vérité de sa nudité l'ancrait sur place. Ses cris déchirèrent le silence, désespérés et sauvages. D'un bond, Dima se précipita, sa main massive se plaquant sur sa bouche. Silence, siffla-t-il, sa voix épaisse d'une sombre intention. La pièce se referma sur eux, l'air chargé de terreur. Dima se figea, sa respiration saccadée alors que son regard dévorait Ama. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, sa voix lourde d'avidité. « Quelle silhouette ! Je dois avoir ça, rien que pour moi. » Ces mots glissèrent hors de sa bouche, dégoulinant d'une faim immonde. Ses yeux parcouraient son corps, ses pensées tordues d'obsession. Ama, bien que terrifiée, n'était pas sans défense. Son esprit vif s'emballa lorsqu'elle aperçut un couteau à portée de main. Sans trahir son intention, elle se rapprocha lentement, sa main tremblante s'étendant vers l'arme. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, Dima bondit. Sa masse colossale s'abattit sur elle comme un bélier, l'écrasant sous son poids. La pièce résonna de cris étouffés, de souffles lourds et du froissement des draps dans un rythme brutal. Les doigts d'Ama se refermèrent enfin sur le couteau. Rassemblant ses dernières forces, elle le planta dans le ventre de Dima. La lame s'enfonça profondément dans un bruit esséurant. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, sa bouche s'ouvrit dans un cri muet avant qu'un rugissement de douleur ne le secoue. Alertés par son hurlement, les géants déferlèrent dans la pièce, leurs pas lourds faisant trembler le sol. Ils se figèrent. Dima, leur puissant frère, gisait en sang, sa vie s'écoulant en une rivière écarlate. Mais les yeux glacials de Laja brillaient d'une toute autre lueur. « Oubliez-le » cracha-t-il. « La fille. Elle est notre cible maintenant. » Les géants se tournèrent vers Ama. Un par un, ils prirent leur tour, leur rire se mêlant à ses cris. Dima, abandonné et vidant de son sang, regardait impuissant tandis que ses frères ignoraient sa souffrance, perdus dans leurs désirs infâmes. À l'aube, les géants se tenaient debout au-dessus du corps ensanglanté de Dima, leur visage froid, dénué d'émotion. Sa blessure palpitait à chaque souffle saccadé, le sang formant une mare sous lui. Mais ses camarades n'éprouvaient ni pitié ni remords, seulement la peur d'être impliqués. Sans un mot, ils tournèrent les talons, le laissant mourir. Pour eux, il était déjà mort. Ama, meurtri et brisé, força son corps à se relever. La douleur déchirait chaque muscle, mais son esprit était clair, elle devait survivre. En trébuchant, elle tomba sur Dima, encore agrippée à la vie. Une idée jaillit dans son esprit. Cet homme, qui l'avait souillée, pouvait encore lui servir. Si elle l'exploitait, elle pourrait peut-être découvrir la vérité derrière le mal qui avait détruit son monde. Ama s'élança hors de la maison, ses pieds effleurant à peine le sol tandis qu'elle courait vers la police. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de sa fuite, mais aussi sous le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle connaissait les conséquences, elle savait que cela changerait tout. Mais la justice ou la vengeance la poussait en avant. Au poste, elle signala le crime, sa voix ferme malgré la tempête qui grondait en elle. « Il y a un homme en train de mourir dans cette maison », dit-elle avec urgence. « Emmenez-le à l'hôpital, mais soyez prudent, il y a plus dans cette affaire qu'il n'y paraît. Enquêtez sur lui en profondeur. »
Saisissant la gravité de ces paroles, la police réagit immédiatement. Dima fut transportée d'urgence à l'hôpital, son destin désormais lié à la justice qu'Ama recherchait. Elle n'éprouvait ni pitié ni remords pour l'avoir utilisé comme un pion. Tout ce qui comptait, c'était de dévoiler la vérité obscure derrière cette nuit de terreur. Dima survécut et fut plus tard conduit au poste de police. Lors de l'interrogatoire, Dima n'avait aucune intention de garder le silence. La trahison l'avait vidé, ne laissant en lui qu'une rage brûlante. Ses camarades l'avaient abandonné sans la moindre hésitation, et s'il devait tomber, il les entraînerait avec lui. « Je vais tout vous dire », cracha-t-il, sa voix chargée de mépris. « Je m'en fiche maintenant. Ces lâches m'ont laissé pour mort. Nous avons fait ça pour l'Aja. C'est lui qui donne les ordres, nous obéissons. » Sans poser de questions. Les officiers échangèrent des regards, percevant son profond ressentiment. Ils insistèrent. Pourquoi commettre un tel acte? Les yeux ternes de Dima vacillèrent. Il haussa les épaules. Je ne sais pas. Nous suivons les ordres de l'Aja. Nous obéissons, ou nous en payons le prix. Saisissant une occasion de démanteler l'opération, les officiers se penchèrent davantage. Dima, résigné à son sort, leur offrit une porte de sortie. « Je peux vous aider à le retrouver », dit-il fermement. « Je vous conduirai à l'Aja. Mais faites vite, il ne restera pas en place longtemps. » Reconnaissant, les officiers relayèrent cette information à Ama. Ils la trouvèrent seule, encore secouée mais résolue. Lorsqu'ils lui rapportèrent l'aveu de Dima, son cœur s'emballa. « Gardez ça secret », les supplia-t-elle. « Personne ne doit être au courant, pas encore. » Le lendemain matin, Ama s'approcha de sa mère, Madame Bola, le cœur lourd. Les mots lui restaient en travers de la gorge, mais elle les força à sortir, chacun d'eux lui transperçant l'âme. La réaction de Madame Bola fut immédiate. « Oh mon Dieu, Ama !» s'écria-t-elle, la voix tremblante. « Tu n'es plus vierge ?» Les larmes d'Ama coulèrent alors qu'elle hochait la tête. « Cet homme, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Ils m'ont tout pris. Mais, maman, les villageois ne doivent pas apprendre cela. » L'angoisse de Madame Bola se transforma en détermination. Sans hésiter, elle sortit en trombe, fonçant droit vers Madame Kémy, la seconde épouse de leur défunt mari, Monsieur Kazali. Les deux femmes avaient toujours vécu dans une trêve fragile, chacune avec une fille Ama, l'enfant de Madame Bola, et Ngozi, celle de Madame Kémy. Au poste de police, Madame Bola exigea un interrogatoire. « C'est elle qui est derrière tout ça », insista-t-elle, la voix brisée par la douleur. Elle a juré qu'elle ferait n'importe quoi pour la réussite de sa fille. Je sais qu'elle a envoyé ses hommes pour faire du mal à mon Ama. Convoquée, Madame Kémy entra dans la pièce faiblement éclairée, le cœur battant d'une colère mêlée de frayeur. La tension s'alourdit, les années de rivalité pesant entre elles. « Comment as-tu pu ?» La voix de Madame Bola se brisa tandis qu'elle pointait un doigt tremblant. « Tu as envoyé ces hommes souiller ma fille, détruire sa vie. Tout ça pour la grandeur de ta fille. » Les yeux de Madame Kémy s'écarquillèrent de stupeur, son visage rougissant d'indignation. « Comment oses-tu » répliqua-t-elle, la voix tremblante. « Jamais je ne ferai de mal à Ama ou à un enfant. Tu le sais. » Mais Madame Bola ne lâcha rien. « Te souviens-tu de ce que tu as dit » insista-t-elle, les larmes coulant sans retenue. « Tu as juré que tu ferais n'importe quoi pour la réussite de ta fille. »« N'importe quoi ?» Ses sanglots emplirent la pièce, brute et incontrôlée. « Je ne pourrai jamais te pardonner. »« Jamais !» Madame Kémy, la voix tremblante de frustration, insista. « J'ai peut-être dit ces mots, mais pas de cette façon. Jamais je ne ferai quelque chose d'aussi abominable. C'est un mensonge. » Les officiers, observant l'échange enflammé, savaient que les paroles ne suffisaient pas. Sans preuve tangible, seulement les accusations d'une mère en deuil, ils n'avaient d'autre choix que de relâcher Madame Kémy. Mais une chose était claire, elle resterait sous surveillance étroite. L'enquête était loin d'être terminée, et le soupçon suivait chacun de ses pas. Une semaine plus tard, Dima fut convoqué pour mener la police jusqu'au repère de l'Aja. 10 officiers armés le suivirent profondément dans la forêt dense, l'anticipation pesant dans l'air.
Le trajet était périlleux, serpentant à travers des broussailles épaisses et des arbres imposants qui semblaient refermer leur emprise sur eux. Après des heures de marche éreintante, ils arrivèrent pour ne trouver qu'un silence inquiétant. L'ancien repère, autrefois animé, était désert. Ses occupants avaient disparu depuis longtemps. Le cœur de Dima se serra. Laja avait été prévenu. Quelqu'un l'avait averti de la capture de Dima, et lui ainsi que ses hommes s'étaient volatilisés dans l'ombre. Frustrée, la police savait qu'elle venait de perdre une opportunité cruciale. Sans piste à suivre, ils n'eurent d'autre choix que de rebrousser chemin vers le poste, accablés par leur échec. Dima avait espéré une rédemption, mais la déception persistait. Laja leur avait échappé, et la justice restait insaisissable. Dans son nouveau repère, caché au plus profond d'un terrain accidenté, Laja rassembla sa bande. Les lampes à huile diffusaient une lueur trouble, projetant des ombres menaçantes tandis que sa fureur glaciale emplissait la pièce. Alors, Dima n'est pas mort, siffla-t-il, chaque mot chargé de venin. Non seulement il a survécu, mais ce traître a osé aider la police. Ses yeux se plissèrent, la rage bouillonnant sous la surface. Nous ne pouvons pas le laisser en vie, déclara-t-il d'une voix dangereusement calme. La trahison signifie la mort. S'il parle, nous sommes finis. Trouvez-le. Faites-le taire. Peu importe le prix. La bande échangea des regards inquiets, pleinement consciente de l'enjeu. Une seule erreur, et toute leur organisation pouvait s'effondrer. Ils décidèrent donc de se faire discrets, se mouvant comme des ombres, évitant toute attention. Les semaines passèrent, mais la police ne trouva rien. Laja et ses hommes s'étaient volatilisés, tels des fantômes dissimulés à la vue de tous. Bien que Laja soit originaire d'un village lointain, lui et sa bande se fondaient parfaitement dans la communauté. Leurs identités restaient masquées, à la fois au sens figuré et au sens propre. Ils marchaient parmi les villageois comme des hommes ordinaires, mais gardaient toujours leur distance, leur véritable visage n'étant visible que lors des raids. Leur invisibilité était leur plus grande arme. Pendant ce temps, au village, la famille de Dima apprit qu'il était détenu au poste de police, mais les autorités refusèrent de révéler la raison, invoquant la confidentialité. Ce secret enveloppait le sort de Dima d'une incertitude pesante, laissant sa famille dans une angoisse silencieuse. Un jour, alors que Laja arpentait le marché, scrutant les lieux à la recherche de cibles, son regard s'arrêta sur une jeune femme vendant du vin de palme. Son nom était Ada. Elle était magnifique, des courbes généreuses, un sourire chaleureux qui illuminait son visage. Pour la première fois depuis des années, Laja ressentit autre chose qu'un calcul froid, une attirance soudaine et inattendue. S'approchant sous prétexte d'acheter du vin de palme pour sa bande, il se surprit à être captivé par son charme. Ada, ignorante des ténèbres qui se cachaient derrière son charisme, fut tout aussi intriguée par cet homme séduisant et sûr de lui. Quelque chose naquit entre eux, et contre son instinct, Laja décida de poursuivre cette liaison. Se penchant vers elle, il murmura, « Gardons ça entre nous. Personne n'a besoin de savoir. » Ada accepta, le cœur battant d'excitation, inconsciente du chemin dangereux sur lequel elle s'engageait. Laja, en revanche, connaissait les risques. L'amour était une faiblesse, surtout pour un homme comme lui. Il garda leur relation secrète, même vis-à-vis de sa bande, sachant qu'ils y verraient une trahison, une violation de leur code, prendre, ne jamais donner, et surtout, ne jamais tomber amoureux. Alors que leur romance secrète s'épanouissait, la police poursuivait ses recherches pour retrouver les agresseurs d'Ama. Mais avec Laja et ses hommes tapis dans l'ombre, la piste s'était refroidie, et la justice semblait s'éloigner un peu plus chaque jour. Un soir, Ada retrouva Laja dans sa maison isolée. Leur relation s'était approfondie, l'air chargé de motus et d'une tension électrique. Tandis que Laja retirait négligemment sa chemise, révélant son torse large et musclé, le souffle d'Ada se coupa. Elle l'avait déjà vu, mais jamais ainsi vulnérable, exposée. La pièce sembla rétrécir autour d'eux tandis qu'ils partageaient un moment de silence, leur lien se renforçant à chaque seconde. Ils passèrent l'après-midi enlacés, échangeant des regards volés et des promesses murmurées. Lorsqu'Ada quitta la maison, elle était dans un état d'euphorie, le cœur léger, inconsciente de l'ombre menaçante qui planait sur son bonheur. Quelques jours plus tard, la mère d'Ada lui tendit un panier de nourriture et de boissons.
Apporte ça à ton frère, Dima, soupira-t-elle, accablée par les malheurs de leur famille. Le cœur d'Ada se serra. Elle n'avait pas vu Dima depuis une éternité, et l'idée de le savoir enfermé dans une cellule l'emplissait d'appréhension. Au poste de police, on lui permit un bref aperçu de son frère, bien qu'ils ne puissent échanger aucun mot. Lorsque Dima sortit de sa cellule, le voir ainsi la frappa comme un coup en pleine poitrine. Il avait l'air épuisé, l'ombre de l'homme fort qu'elle avait connu autrefois. Mais ce n'était pas seulement son état affaibli qui la bouleversa, c'était la marque sur son torse. Les yeux d'Ada s'écarquillèrent de stupeur lorsqu'elle reconnut le symbole gravé sur la poitrine de Dima, le même qu'elle avait effleuré sur l'Aja quelques jours plus tôt. Son cœur s'emballa, la peur et la confusion s'abattant sur elle comme une vague. Dima, halta-t-elle, la voix tremblante. Pourquoi as-tu cette marque? Je l'ai vue sur... Elle s'interrompit brusquement, foudroyée par la révélation. Le monde tourna autour d'elle. L'Aja, l'homme dont elle était tombée amoureuse, était lié à son frère de la manière la plus sombre qui soit. Les pièces du puzzle s'imbriquaient enfin, mais la vérité était trop terrifiante à accepter. Elle pivota pour fuir, son instinct hurlant de s'échapper, mais la voix désespérée de Dima transperça sa panique. Ada, je t'en supplie, l'appela-t-il, la gorge nouée de peur. Ne pars pas. Sors-moi de ce cauchemar. Déchirée entre la loyauté envers son frère et l'atroce vérité, Ada hésita. Mais au final, le sang parla plus fort. Elle s'approcha des policiers, la voix tremblante. J'ai vu cette marque sur quelqu'un d'autre aussi, confessa-t-elle, le cœur brisé. La même que celle de Dima. Je sais ce qu'elle signifie. Les officiers écoutèrent attentivement tandis qu'elle révélait tout, sa voix à peine audible. À chaque mot, le poids sur les épaules de Dima semblait s'alléger. Pour la première fois depuis sa capture, il sentit une lueur d'espoir, son secret était dévoilé, et le jugement approchait. Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité, Ada guida la police jusqu'au repère de l'Aja. Son cœur battait à tout rompre à chaque pas, la trahison pesant lourdement sur son âme. Elle avançait avec précaution, consciente que la moindre erreur pouvait alerter les hommes de l'Aja. Les souvenirs de leur rencontre secrète, autrefois empreintes de chaleur et de tendresse, semblaient désormais lointains, souillés par une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Lorsqu'ils atteignirent la maison de l'Aja, les policiers passèrent à l'action, encerclant le bâtiment. Armes dégainées, nerfs à vif, ils firent irruption à l'intérieur, prenant l'Aja par surprise. Il eut à peine le temps de réagir avant d'être maîtrisé. Sa carrure imposante ne fit pas le poids face au nombre écrasant d'officiers. Ils le plaquèrent au sol, lui attachant fermement les mains. Le chef de gang autrefois redouté n'était plus qu'un captif hargneux, impuissant face à ses chaînes. Mais tandis qu'il sécurisait l'Aja, une sombre vérité planait, ces hommes étaient toujours dehors, tapis dans l'ombre, prêts à frapper. Le danger restait entier, mais la tête du serpent venait d'être coupée. Avec l'Aja en détention, un espoir naissait, celui de démanteler le gang une fois pour toutes. Pour éviter la panique et ne pas alerter le gang, la police garda l'arrestation secrète. Ama et Madame Bola ne furent pas informés, trop d'incertitudes subsistaient. Il fallait du temps pour assembler toutes les pièces du puzzle sans éveiller les soupçons. Au poste de police, l'Aja était assis dans une cellule faiblement éclairée, les poignets enchaînés, l'esprit en ébullition. Les officiers, implacables dans leur quête de vérité, l'interrogèrent avec une redoutable efficacité. Les heures passèrent, la tension s'épaississant alors qu'il le pressait de révéler qui avait ordonné l'attaque contre Ama. D'abord, il resta silencieux, les lèvres closes en signe de défi. Mais sous la pression incessante, sa détermination commença à vaciller. Finalement, l'Aja parla, sa voix un grondement rauque. Le nom qu'il prononça fit l'effet d'un coup de tonnerre dans la pièce, Madame Bola. Les officiers se figèrent. Madame Bola? La propre mère d'Ama? C'était impensable. Insistant pour obtenir des explications, ils exigèrent de savoir pourquoi elle aurait fait une chose pareille. La réponse de l'Aja fut glaciale d'indifférence. Je ne sais pas, déclara-t-il, le regard vide. Et je m'en fiche. Je fais mon boulot, et je suis grassement payé. La révélation flotta dans l'air comme un poison, enveloppant la pièce d'un malaise profond. Et ainsi s'acheva la première partie. Se pouvait-il que ce soit vrai?
Une mère pouvait-elle vraiment trahir sa propre fille d'une manière aussi abominable? Les questions tourbillonnaient dans les esprits, laissées sans réponse, alors que ce sombre récit atteignait la fin de son premier acte. Tandis que les officiers échangeaient des regards sombres, l'histoire se terminait avec plus de questions que de réponses. Pourquoi Madame Bola aurait-elle livré sa propre fille à un tel supplice? Qu'est-ce qui pourrait pousser une mère à un acte aussi abominable? Et quelle devrait être sa punition, si elle était réellement coupable? Restez à l'écoute pour la partie 2, où les sombres secrets de cette histoire tortueuse seront dévoilés davantage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir la suite de ce récit captivant.